Imaginons un instant deux directions d'entreprise complètement différentes. La première, elle a un business plan absolument parfait, des tableaux de bord optimisés à la virgule près. Ouais, le rêve sur le papier, quoi. C'est ça. Mais dans la réalité, le navire prend l'eau de toutes parts et l'ambiance est juste catastrophique. Et de l'autre côté, on a une seconde boîte avec un produit somme toute assez classique, une stratégie presque banale. Mais j'imagine que l'équipe est à fond derrière le projet. Exactement. L'équipe est d'une loyauté féroce et surmonte n'importe quelle tempête économique. Et quand on observe ce contraste, on est vraiment forcé de se rendre à l'évidence. C'est-à-dire? La différence entre la réussite et le naufrage d'une PME, ça n'a souvent rien à voir avec les données du marché. Et c'est justement le point de départ de notre décryptage d'aujourd'hui. On va plonger dans une pile de recherches sur la psychologie du leadership. Et c'est passionnant parce que ça nous force à complètement changer de lunettes en fait. On laisse de côté l'ingénierie financière pure et dure pour observer l'esprit humain. Ouais, on va voir comment la dynamique intime d'une personne dicte vraiment les résultats financiers de toute une structure. Tout à fait. Et parmi nos sources principales aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les travaux du Centre du bien-être d'Arenton, qui est dirigé par François-Xavier Boulor. C'est un centre spécialisé dans les approches alternatives, c'est ça? Voilà, ils sont spécialisés dans les thérapies holistiques, l'hypnose paramédicale et le neurofeedback. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on fasse une petite parenthèse qui est indispensable. Vas-y, je t'en prie. Tout ce qu'on va aborder ici, c'est de l'exploration psychologique et systémique du management. Donc pour être très clair, ceci n'est pas un avis médical ou thérapeutique. C'est hyper important de le rappeler, ouais. Notre but, c'est vraiment juste de décrypter la mécanique humaine dans un bureau ou dans un comité de direction. Bon, la parenthèse est fermée, le cadre est posé. Dans nos notes, on a deux cas de figure vraiment fascinants qui illustrent cette mécanique. Ah oui, les cas de Sophie est clair. Exactement. Prenons d'abord Sophie, dirigeante d'un cabinet de consulting. Sur le papier, c'est un rouleau compresseur. Elle signe des contrats, elle connaît sa stratégie sur le bout des doigts. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Totalement. Nos documents décrivent une réalité interne super douloureuse. Elle souffre d'un syndrome de l'imposteur tellement massif qu'elle ressent un décalage entre la femme qu'elle est chez elle et l'armure de PDG qu'elle porte au bureau. C'est épuisant de porter un masque toute la journée, quoi. Bah oui, chaque décision la ronge. Et la recherche montre que cette dissonance l'amène même à saboter inconsciemment des opportunités en or, simplement parce qu'au fond d'elle-même, elle ne s'en sent pas digne. C'est fou de se dire que l'inconscient peut avoir un tel impact sur le chiffre d'affaires. Et le deuxième cas est tout aussi révélateur de cette illusion de contrôle. C'est le cas de la start-up technologique, c'est ça? Ouais, dirigée par Claire. La boîte est en pleine croissance, elle porte une vision hyper audacieuse, elle fait des discours inspirants, enfin, la totale. Le profil classique de la fondatrice star. Exactement. Mais quand on regarde l'équipe, c'est l'encéphalogramme plat. Les collaborateurs sont passifs, presque anesthésiés. Le message passe pas du tout. Ah ouais, dur. Et pourquoi, selon l'analyse Voss? Ça révèle un déficit cruel d'authenticité perçue. En fait, il n'y a aucune connexion viscérale entre les valeurs profondes qu'elle porte réellement et les tâches qu'elle impose au quotidien. Et ça, les équipes le captent direct, non? Complètement. L'équipe agit comme un sismographe, tu vois. Elle détecte cette incohérence et, par mécanisme de défense, elle se désengage totalement. Au fond, diriger une boîte, c'est un peu comme piloter un navire hyper sophistiqué. Un capitaine peut connaître la salle des machines par cœur, savoir régler les voiles au millimètre, mais s'il est au milieu de l'océan sans savoir intimement pourquoi il a pris la mer au départ, Toute cette virtuosité technique ne sert strictement à rien. exactement. L'équipage sentira cette absence de cap intérieur et finira par mutiner ou abandonner le navire. Mais le problème, c'est quand on observe le quotidien de ceux qui dirigent une PME, on comprend vite pourquoi cette introspection passe au second plan. Ah bah oui, parce que le quotidien, c'est ce que la littérature appelle la dictature de l'urgence, ou le brouillard, quoi. C'est clair. Dès que l'ordi s'allume à 8 heures du mat, c'est la guerre. Voilà, le cerveau bascule direct en mode survie neurologique. Il y a un fournisseur qui lâche, une facture impayée, un serveur qui plante, un manager clé qui démissionne. Tu passes ta journée à éteindre des incendies, en fait. C'est exactement ça. L'esprit est en permanence saturé. Cette pression écrase littéralement toute capacité à s'extraire de l'instant présent. L'urgent étouffe complètement ce qui est fondamental. Et le dossier met le doigt sur un autre truc qui aggrave ce brouillard, c'est la fusion pure et simple des identités. Oui, le fameux piège de l'ego. Pour beaucoup, l'entreprise devient une extension biologique d'eux-mêmes. Le nom est sur les statuts, la maison est en garantie à la banque, l'identité pro cannibalise totalement l'identité perso. Et les conséquences psychologiques de ça, elles sont majeures.
Si la boîte n'est plus une simple entité juridique, mais vraiment le prolongement de ton ego, la moindre secousse devient un traumatisme. C'est clair. Un client mécontent sur Internet, c'est vécu comme une attaque personnelle. Tout à fait. C'est plus des données commerciales à analyser froidement. L'armure n'existe plus. Du coup, se remettre en question devient presque impossible. Parce que ça voudrait dire admettre qu'on a soi-même un problème. Voilà. Admettre que la stratégie est mauvaise revient, dans l'inconscient, à admettre qu'on n'a aucune valeur en tant qu'être humain. Alors, là, je vais me faire l'avocat du diable une seconde, parce que je suis un peu sceptique. On peut lire toutes ces analyses, parler d'alignement, de quête de sens, tout ça. Ouais. Mais pour quelqu'un qui a les mains dans le cambouis, avec 60 salaires à verser le 25 du mois, l'introspection, ça ressemble à un luxe absurde, non? Je vois ce que tu veux dire. Comment un dirigeant peut justifier de passer, je sais pas, 3 heures par jour à se chercher quand la concurrence menace la survie de la boîte? C'est une résistance hyper logique et c'est la première réaction de n'importe quel décideur sous pression. Mais l'analyse démontre une réalité contre-intuitive. Laquelle? Ce n'est pas le manque de temps qui rend l'introspection luxueuse, c'est le manque de méthode. Intéressant. Chercher son identité sans structure, c'est effectivement nager dans le vide et perdre son temps. Et c'est là que nos sources introduisent une cartographie mentale très précise issue de la PNL, conceptualisée par Robert Dills. Alors, faisons une pause de 2 secondes sur ce terme. PNL, programmation neurolinguistique. Sous ce nom un peu lourd, de quoi on parle exactement pour comprendre l'outil de Dills? Pour faire très simple, la PNL observe comment les mots qu'on utilise et les pensées qu'on répète créent des espèces de programmes ou des habitudes dans notre système neurologique. Et donc c'est la mécanique interne qui transforme nos pensées en action. C'est ça, comment nos croyances invisibles deviennent des comportements visibles. Et Robert Dills a utilisé ça pour créer ce qu'il appelle les niveaux logiques de changement. C'est une pyramide à 6 étages. Ok, une pyramide pour scanner le fonctionnement de n'importe qui, c'est ça? Exactement. Ça permet de trouver exactement d'où vient un blocage dans une organisation. Bon, prenons cette pyramide étage par étage. Comment les pièces s'emboîtent, de la base jusqu'au sommet? Le premier niveau, tout en bas, c'est l'environnement. C'est le physique, le palpable. La question, c'est où et quand. Donc dans le business, c'est les bureaux, l'état du marché, les concurrents, quoi. Voilà. C'est ton terrain de jeu et ses contraintes. Ensuite, on monte d'un cran. Le deuxième niveau, ce sont les capacités. Là, on passe au comment. Comment on navigue dans cet environnement, c'est ça? Tout à fait. Le savoir-faire technique, les process, le marketing, ou même juste maîtriser un logiciel comptable. Ok, ça c'est la mécanique. Et après? Au troisième niveau, on quitte la mécanique pour entrer dans le psychologique. Ce sont les croyances et les valeurs. C'est le pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive profondément? Qu'est-ce qui est juste ou injuste? C'est là que les fameuses croyances limitantes se cachent, du coup. Exactement. La peur de déléguer, par exemple, ça prend racine ici. Et ça peut stopper net la croissance d'une boîte, même si les capacités techniques sont là. D'accord. Et le 4e étage? C'est la clé de voûte de notre dossier. L'identité. La question centrale, c'est qui suis-je? Qui suis-je en tant que leader face à mes équipes? C'est la perception fondamentale qu'on a de sa propre place. C'est ça. Et enfin, tout en haut de la pyramide, le 5e et dernier niveau actif, c'est la mission ou la spiritualité si on veut. La question là, ce serait pour qui et pourquoi plus grand de moi? Exactement, c'est l'héritage. Quel impact réel cette organisation doit avoir sur la société, bien au-delà de faire du profit à la fin de l'année? C'est hyper clair. Mais avoir une liste de 6 niveaux, c'est bien. Mais la vraie puissance de ce modèle, c'est la règle de physique psychologique que Dills met en évidence, non? Oui, il y a une mécanique implacable. La règle d'or, c'est que le niveau supérieur domine toujours le niveau inférieur. Ok, donc si je change un truc en haut, Un changement majeur au niveau de l'identité va instantanément ruisseler et transformer les croyances, les capacités et l'environnement. et l'inverse est vrai. Pas du tout. Et c'est là le piège. S'acharner sur les niveaux bas, sans régler le haut, ça marche jamais. Genre déménager dans des bureaux flambant neufs et mettre un baby-foot, c'est agir sur l'environnement. Voilà. Et si l'identité du décideur est basée sur la méfiance et le micromanagement, le nouveau décor changera rien à la fuite des talents. C'est juste un pansement sur une fracture ouverte. L'image qui me vient direct en tête avec cette mécanique, c'est celle de nos smartphones. Ah oui, bonne analogie. Dans cette pyramide, l'identité et la mission, en fait, c'est le système d'exploitation du téléphone. C'est le cœur de l'appareil. Et les étages d'en bas, l'environnement, les capacités, la stratégie, c'est juste les applications qu'on installe par-dessus. C'est exactement ça.
Et on a tous connu ce moment où tu télécharges la dernière mise à jour d'une appli, tu la relances 10 fois, mais elle plante tout le temps. Pourquoi? Parce que l'OS, le système d'exploitation global, est corrompu. S'il y a un bug majeur au niveau de l'identité du leader, tu peux payer des consultants des fortunes pour installer de nouvelles applis de management, la structure continuera de cracher. Ouais, c'est imparable. Et le vrai problème survient quand ces niveaux entrent en collision frontale. C'est ce que les documents appellent la bataille entre l'alignement et la dissonance. L'alignement, c'est quand tout raconte la même histoire, de l'identité aux actions, c'est ça, hein? Tout à fait. Et à l'inverse, prenons une direction qui hurle sur tous les toits que l'innovation est la valeur suprême. C'est écrit en gros sur les murs, niveau valeur. Mais psychologiquement, à l'étage des croyances, cette direction est terrorisée par le risque. Le résultat est prévisible, quoi. Dès qu'un employé arrive avec une idée révolutionnaire, donc risquée par nature, le boss va demander 1000 validations, micro-gérées, et l'idée va mourir d'asphyxie. Exactement. Le discours exige l'audace, mais l'inconscient punit la prise de risque. Et cette dissonance, ça doit détruire la confiance en interne. Ça fait des dégâts incalculables. Nos sources citent le rapport Edelman Trust Barometer de 2023. Plus de 76% des gens attendent des dirigeants qu'ils prennent position publiquement sur des enjeux sociétaux. Ouais, 76%, c'est énorme. Il y a un effondrement de la confiance dans les institutions traditionnelles, donc les gens reportent cette attente de vérité sur le monde de l'entreprise. L'authenticité, c'est plus juste un mot à la mode pour LinkedIn, quoi. C'est la devise la plus solide de l'économie. C'est le seul levier pour attirer et retenir les talents. Mais il faut quand même se poser la question de la réalité du terrain. Les équipes dans une PME, elles ont le nez dans le guidon. Est-ce que cette dissonance identitaire du boss, elle se traduit vraiment par une baisse de perf mesurable? Ou est-ce que c'est juste une mauvaise ambiance à la machine à café? La mauvaise ambiance, c'est que la pointe de l'iceberg. L'onde de choc se propage directement dans les comptes de résultats. L'identité, c'est un vrai multiplicateur de performance brute. Ah ouais, les données sont accablantes là-dessus. Si on prend l'analyse de McKinsey, qui est dans nos documents, sur l'allocation des ressources. Oui, un super exemple. En gros, quand une personne au sommet a une identité fragile et fusionnée avec sa boîte, c'est son ego qui prend les décisions. Exactement. Face à un département qui perd de l'argent, mais qu'elle a créé, elle va s'entêter à injecter du budget juste pour pas perdre la face. Alors qu'une identité solide, détachée, elle coupe les branches mortes froidement, sans ego. La vision à long terme dépend aussi totalement de cette architecture mentale. Il y a une étude de la Harvard Business Review de 2022 qui montre que les entreprises avec des leaders dits visionnaires surperforment financièrement. Mais c'est quoi finalement une vision? C'est pas magique? Non, c'est juste la projection externe de l'identité interne du leader. Si l'identité est floue ou pleine de peur, la stratégie sera juste une série de réactions impulsives sans fil conducteur. Et la question de la résilience, qui est super importante aujourd'hui pour les PME, ça obéit à la même règle, non? Complètement. Le Journal of Organizational Behavior souligne que la survie d'une structure face à une crise, c'est lié à la stabilité émotionnelle de son sommet. Si le boss panique à la première secousse, ça redescend jusqu'au stagiaire. Et à l'inverse, un bon alignement crée un bouclier émotionnel pour tout le monde. Et pour finir avec les données, l'Academy of Management Journal relie mathématiquement l'authenticité de la direction à l'engagement des employés. Les gens suivent pas un tableau de bord, ils suivent quelqu'un qui incarne ce qu'il dit. Voilà. L'engagement chute dès que les équipes captent que les valeurs affichées, c'est juste du blabla pour les investisseurs. En compilant tout ça, de Diels jusqu'à McKinsey, il y a une conclusion implacable qui ressort. La culture d'entreprise, en fait, ça n'existe pas en soi. C'est juste un miroir géant posé devant le bourreau du boss. C'est une super image. Ce miroir reflète les traumas non résolus, les croyances limitantes du dirigeant. Ou bien, à l'inverse, il reflète sa sérénité et son alignement. En gros, la boîte est le symptôme de l'état mental de son propriétaire. Sachant ça, la question c'est plus de savoir s'il faut nettoyer ce miroir, mais comment le faire sans paralyser l'activité? Comment on entame ce réalignement? L'application concrète que proposent nos sources, c'est d'utiliser la pyramide de Diels comme un vrai journal de bord, un audit interne sans concession. Il faut se mettre face à ces 6 étages et traquer la moindre contradiction. Pourquoi j'ai si peur de déléguer ce projet? Est-ce que la façon dont j'utilise mon temps sert la mission que je revendique? Ces questions, posées avec une honnêteté brutale, elles déclenchent souvent un gros inconfort, parce que ça oblige à voir le coût de ses propres névroses sur l'équipe. D'où la mise en garde très claire de nos documents standards. C'est hyper dangereux de faire cet exercice tout seul.
Le cerveau est trop fort pour se mentir à lui-même et justifier ses peurs, quoi. Explorer ses failles seul, c'est comme essayer de voir son dos sans miroir. C'est juste impossible. Le besoin d'une tierce partie est structurel. C'est là qu'interviennent des approches comme celle du centre d'Arenton avec le coaching holistique ou l'hypnose, c'est ça, hein? Voilà. L'enjeu, c'est de trouver un espace neutre, hors des murs de la boîte, pour faire sauter ces blocages profonds, sans que l'ego professionnel vienne tout censurer. Honnêtement, toute cette analyse amène à une réflexion hyper provocatrice sur la croissance économique. Ah oui? Comment ça? Le monde des affaires martèle que pour croître, il faut de la tech, des process, des rachats. On dépense des fortunes dans des logiciels ou des consultants pour optimiser la logistique. On espère que la mise à jour des applis va sauver le système, hein. Alors que si on suit Dilts, et que l'identité et le système d'exploitation, Voilà. Le renversement de paradigme est total. L'outil le plus sous-coté du management moderne, c'est pas un outil externe. C'est la capacité à déconstruire ses propres certitudes. le meilleur investissement pour une PME, c'est pas un nouveau logiciel prédictif en fait. Exactement. Le secret de croissance le mieux gardé, c'est la vulnérabilité. Accepter de baisser l'armure, de regarder ses dissonances et de réparer son propre système cognitif. L'acte le plus audacieux pour la santé financière d'une boîte, c'est de s'occuper de la santé identitaire de la personne à sa tête. Ça transforme un gestionnaire épuisé par l'urgence en un vrai vecteur de résilience pour tout le monde. Le vrai chantier stratégique commence dans le silence de l'introspection, pas dans une salle de réunion. Et ça soulève une question vertigineuse pour tous ceux qui nous écoutent. La fameuse question finale. Si le monde extérieur n'est que l'écho de notre propre clarté interne, on peut se demander, est-ce que les décisions qu'on a prises cette semaine reflètent réellement la personne que l'on veut être demain? C'est là que commence la vraie efficacité. Et ce sera le mot de la fin pour notre